Merci de votre attention. On va descendre un peu en niveau de considération, mais rester là collé sur la mobilité. Donc ça, c'est 2-3 chiffres. Il faut bien voir ça en tête, puisque l'arbitrage entre les particules qui sont émises, les NOx et le CO2, ne doit pas se faire au détriment de l'objectif central du CO2, et réciproquement, on ne doit pas lutter contre le changement climatique si c'est pour empoisonner les poumons de tout le monde. Donc le secteur de transport est le deuxième secteur consommateur d'énergie. Il représente 30% des émissions de gaz à effet de serre et c'est essentiellement lié à la consommation de pétrole. C'est pour ça que Jean-Marc parlait énormément de pétrole dans la présentation précédente. Là, c'est un chiffre qui permet d'argumenter sur le fait que c'est très sympa de penser qu'on va se passer de voitures dans les années qui viennent. Ça fait juste 25 ans qu'on est toujours à 83% des passagers kilomètres qui sont en voiture. C'est incroyablement stable. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas baisser, mais c'est quand même très très stable. Vous voyez, même quand la croissance des transports en milliards de voyageurs kilomètres a baissé dans sa croissance, hein, pas dans ce volume, les parts modales relatives ont vraiment pas beaucoup bougé. C'est aussi pour ça que forcément, vous êtes obligé de vous occuper de ce sujet-là. Ça a une banalité pour vous, mais vous vous rappelez qu'au moment du Grenelle de l'environnement, on avait des grands espoirs dans le report vers le fer, etc. On n'y est pas encore tout à fait. Il y a une bonne nouvelle. Et donc ça, c'est important. Là, on va rentrer dans les scénarios et dans les projections des uns et des autres. Et je vais vous parler dans 2 minutes des travaux qui ont été faits lors du débat sur la transition énergétique. Comment ? Si critiqué, mais vraiment très intéressant. Beaucoup d'informations qui sont très utilisables. Donc là, ça, c'est pas dans le débat, c'est le passé. Vous voyez que la mobilité par personne se stabilise. C'est quand même une bonne nouvelle et c'est assez contre-intuitif parce que, pareil, hein, si on reprend les statistiques de Jean-Marc de tout à l'heure, on pourrait croire qu'on avait une espèce d'idée générale que le PIB croît avec la mobilité et puis ensuite la mobilité stagne avec un PIB qui est stable ou décroissant. En fait, c'est plus simple que ça. C'est qu'on arrive clairement à une asymptote en termes de demande de mobilité. C'est pas complètement lié à l'activité économique. Il y a vraiment un moment où ça va, quoi. On a satisfait notre demande de mobilité, donc on n'en veut plus tant que ça. La deuxième bonne nouvelle, mais avec une petite contradiction, c'est que vous voyez en bleu la circulation des voitures particulières. Alors là, c'est en base 100 1992, alors précédemment, c'était en voyageurs kilomètres. Hein. C'est pour ça que c'est pas exactement la même tête. Mais ce que vous voyez en bleu, c'est le même phénomène que ce que vous voyez dans la slide précédente, c'est que les voitures particulières ont une circulation qui est stagnante depuis le début des années 2000. Et vous voyez que les émissions de GES commencent à baisser, hein, à peu près au même moment, et que tout ça est quand même assez clairement lié. C'est un graphique qui n'est pas démonstratif, hein, il est juste indicatif, au fait que la consommation unitaire des voitures particulières baisse. Sauf qu'il y a un rapport entre ceci et cela, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est quand même un peu lié au fait que la part relative du diesel s'est améliorée quand même, hein, quand même. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, mais il faut quand même avoir ça en tête si on veut se projeter dans l'avenir. Alors, ça, c'est ce genre de petites équations qu'on aime bien, même si ça a l'air un peu austère. Mais en gros, les 4 grandes variables de logique sur notre histoire de consommation d'énergie finale des transports, je rappelle juste un mot, c'est que pour atteindre nos objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre, il faut aussi atteindre nos objectifs en matière de baisse de la consommation. C'était un gros débat dans le DNTE, je m'en rappelle très bien. Certains pensaient ou croyaient qu'il était possible de baisser nos émissions de CO2 sans toucher la consommation d'énergie. Et en se disant, baisser la consommation d'énergie, c'est décroissantiste du fait du raisonnement de Jean-Marc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se projette dans l'avenir, on est obligé de jouer sur les 2 variables. On est obligé de considérer que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut aussi jouer sur la baisse de la consommation d'énergie. Donc cette consommation d'énergie finale des transports, donc j'ai dit 4, c'est 5, elle s'explique par 5 variables qui sont la demande de mobilité en voyageurs kilomètres, le mode, est-ce que c'est du but de l'avion ou la voiture particulière, parce que tous ces modes-là ont des consommations, des émissions de CO2 très différentes. Quelle est la motorisation? Parce que là aussi, une voiture, donc elle est électrique, hybride, gaz ou diesel, elle n'a pas la même consommation. Le taux de remplissage, donc ça, je crois que c'est devenu très, très clair avec le succès de Blablacar.
tout le monde voit bien que si on arrive à remplir mieux les véhicules, on améliore l'équation. C'est aussi vrai aussi du bus. C'est pour ça que Jean-Marc en a pas mal parlé. Donc tous les moyens qui permettent de mettre plus de personnes relativement au poids transporté de ferraille sont intéressants. Puis après, c'est l'efficacité énergétique du moteur. Sur l'évolution des voyageurs kilomètres, donc la demande de mobilité, vous voyez, donc il y avait 4 scénarios. Je suis désolé, c'est un tout petit peu faible, pas liche. Mais il y avait 4 familles de scénarios, et les 4 familles de scénarios, elles étaient soit on décarbone par l'électricité, donc c'est DEC, donc c'est un scénario très marqué dans lequel on fait beaucoup d'électrification. Vous avez un autre scénario qui est très marqué dans l'autre sens, qui s'appelle SOB, qui est un scénario qui était inspiré de Négawatt, donc qui est un scénario de très forte sobriété et efficacité, et 2 scénarios intermédiaires, un qui est DEC, qui est un scénario proche de l'ADEME, et DIV, qui est un scénario intermédiaire avec une diversité de vecteurs technologiques. Vous voyez que tous ces scénarios-là racontent une histoire un peu distincte en matière de mobilité, mais la tendance, on voit quand même bien qu'on reste sur une ligne globalement stable. Je ne parierais pas beaucoup, moi, sur le scénario DEC dans cette affaire-là, c'est-à-dire celui qui croit encore à un peu de croissance. Je pense qu'on peut raisonner gentiment sur une hypothèse de stabilité. Le deuxième grand slide que je vous montre là, je suis désolé, mais je pense que je vais vous le commenter si vous le voyez quand même. C'était pour savoir si les uns et les autres, il y a des choses différentes sur la part modale du transport, et notamment donc, celle qui est le plus importante, c'est le 80% dont on parlait tout à l'heure, donc la part modale de la voiture. Alors là, on a des scénarios. Le scénario DIV est un scénario à 82%. Alors j'ai oublié de dire, ces 4 scénarios, ces 4 familles de scénarios, elles font toutes le fameux facteur 4. C'est ça qui est intéressant. Elles permettent toutes, c'est des familles très comptées de pensée, de réflexion, de trajectoire, qui permettent tous d'arriver à une baisse très forte des émissions de gaz à effet de serre. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un scénario, le scénario DIV, qui parie sur une stabilité de la part modale de la voiture, et les 2 autres scénarios, SOB et F, qui envisagent une baisse, mais vous voyez, c'est quand même très intéressant de regarder le type de chiffre qui manipule. 67-71%. Donc c'est des scénarios où la part modale de la voiture dans des scénarios assez volontaristes ne baisse que de 10% sur 40 ans, jusqu'à 2050. Donc ça veut dire que c'est très faible. Donc ça veut dire que dans votre mission, si vous devez faire des estimations à la fois sur l'évolution de la mobilité dans l'avenir et à la fois sur la part modale de la voiture, ma recommandation, ce serait de parier quand même sur une hystérésie, une stabilité très, 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 très grande. J'insiste un peu parce que ces scénarios, leur intérêt, c'était qu'ils étaient produits par des équipes de chercheurs et des équipes très hétérogènes, avec des visions du monde très, très contrastées. C'était ça le but du jeu, c'est de voir est-ce qu'il y a des invariants en faisant travailler des gens qui ont une vision du monde quand même très différente. Celle-là, elle est assez marrante aussi, c'est les parts de motorisation dans les véhicules particuliers. Donc vous voyez, il y a des petites icônes. Donc la prise électrique, c'est la part de l'électricité. Vous avez une pompe avec une petite feuille, c'est la part biocarburant. Vous avez une espèce de truc qui ressemble à un éclair, c'est de l'hybride rechargeable. Et vous avez les carburants gazeux. Et là, vous voyez aussi, alors c'est bien plus fort que le cas précédent, vous voyez des visions du monde un peu différentes. Vous voyez, SOB parie beaucoup sur les carburants gazeux. DEC, évidemment, parie beaucoup sur l'électrification des voitures. Et les autres sont sur des composants, des mix beaucoup plus complets. Moi, ce que j'ai retiré de cette affaire-là, c'est que bien doué est celui qui sait quelle est la motorisation qui va l'emporter en matière de voiture, et je serai à votre place. Je crois que j'éviterai de mettre des quantités colossales d'argent public sur un choix technologique qui n'impose pas. Pardon ? Je crois que c'est ça un peu la conclusion de ça. Autant la conclusion du slide précédent, c'est-à-dire parier plutôt sur un truc qui est très structurant et qui est très, très acquis parmi les experts qui ont travaillé là-dessus, autant la conclusion de ce slide-là, c'est il y a manifestement une grosse compétition possible entre différentes technologies qui sont capables d'arriver à des résultats performants en matière de consommation. Bon, ça, c'était les deux messages principaux que je voulais, sur lesquels je voulais attirer votre attention concernant la demande de mobilité. Là, les quelques slides qui viennent sont sur l'impact CO2 du véhicule électrique, qui est une question qui est souvent posée. Donc, on peut appeler ça l'analyse de cycle vie de la voiture électrique. Donc, un peu la question, c'est au fait, ce véhicule électrique,
Est-ce qu'il faut, indépendamment du point précédent, est-ce qu'il faut parier dessus? Est-ce qu'il aura un effet très positif en matière d'émissions de gaz à effet de serre? Parce que lui, du coup, en centre-ville, il répond à la question des particules fines et des NOx. Hein. C'est vraiment complètement clair. Donc on pourrait se dire... Hein, hors plaquettes et pneus, qui ne sont pas complètement négligeables. Ouais, hors plaquettes et pneus, on est d'accord, mais il y a encore une grosse part... Les plaquettes et pneus, dès qu'on a des véhicules, on a ça. Le seul truc qui répond vraiment bien à ça, c'est le tramway, où là, j'ai pas de plaquettes et de pneus. On est d'accord. C'est une remarque tout à fait importante, puisque quand on a fait les analyses comparées du tramway et du bus en site propre pour un grand constructeur, on a fait un truc multicritère, mais là, j'ai vraiment pas le droit de vous en parler à ce stade. Donc là, ce que vous voyez dans cette affaire-là, c'est que la voiture électrique en France métropolitaine, elle est performante en grammes CO2 par kilomètre de manière relativement indiscutable sur la durée de vie de la voiture électrique. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, on est capable de faire une analyse de cycle de vie complète. Donc, c'est des travaux qui ont été faits notamment par l'ADEME, hein, qui sont donc bien faits, sur une durée de vie complète et donc un usage à 150 000 km. On s'aperçoit que le véhicule électrique, au total, sur sa durée de vie tout compris, hein, de la fabrication à la mise à la casse, il va consommer 9 tonnes de CO2 équivalent, alors que le thermique, il est à 22. Donc, on sent bien un truc, c'est qu'il y a un moment donné où les choses vont se croiser parce que les émissions liées à la fabrication sont plus importantes pour le véhicule électrique que les émissions d'usage. Donc, la courbe, elle se croise à 25 000 km d'utilisation. Donc, quand vous entendez un peu vite l'idée que la voiture électrique, c'est pas bien, parce qu'il y a beaucoup d'émissions de CO2, il y a beaucoup d'énergie dans la fabrication, c'est vrai. Mais il ne faut jamais raisonner de manière simple comme ça. Il faut aussi se dire, par ailleurs, ce véhicule, il roule. Et au fur et à mesure du fait qu'il roule, pendant les kilomètres qu'il fait, il émet moins de CO2, il consomme moins d'essence, hein, pour appeler un chat, ou moins de diesel. Et donc, il va rentabiliser son coût carbone initial à 25 000 km. J'insiste beaucoup sur le fait que c'est une affaire française, c'est-à-dire qu'on a une électricité. Ce n'est pas une affaire de nucléaire, c'est une affaire de... On a un mix électrique bas carbone. Hein, donc imaginons qu'on soit dans un pays qui a beaucoup d'hydraulique, qui est bas carbone, et ça sera le même résultat. En Norvège, par exemple. Bon. En revanche, si vous mettez de la voiture électrique en Israël, en Chine, et voire en Allemagne, vous n'avez pas les mêmes résultats, parce que l'électricité étant beaucoup plus carbonée, votre comparaison n'est pas du tout la même. C'est un sujet vraiment important parce que si l'argument de vente et le déploiement, là on retombe un peu ce qu'a dit Jean-Marc sur un déploiement d'une voiture 300, c'est que le marché atteignable et qui est performant sur le plan du carbone, c'est le marché des pays qui ont un mix électrique bas carbone. Donc c'est pas complètement anecdotique parce que je ne crois pas un instant qu'on va éternellement vendre l'idée que la voiture électrique c'est très bien dans des pays dont l'électricité est haut carbone. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'Allemagne, essence et électrique, c'est pareil. Voilà. Donc là, je passe. Il y a un dernier point sur le véhicule électrique sur lequel j'attire un peu votre attention. Alors, c'est d'une part deux derniers points, en fait. Le premier, c'est que contrairement à une idée toute faite, c'est pas parce qu'on mettra plein de voitures électriques qu'il y aura besoin de plein d'électricité. Parce qu'en fait, le rendement du moteur électrique est assez efficace, n'est-ce pas, Jean-Marc ? Et du coup, quand on fait 1 million de bagnoles en véhicule électrique ou en hybride rechargeable, ça consomme pas tant que ça. 1,4 TWh, c'est un petit bout de PE. Ouais, c'est un quart de réacteur. C'est un quart de réacteur pour 1 million de voitures. Hein. Donc attention. Un quart de réacteur. Ouais, un quart de PR. C'est 6-7 Un million de voitures électriques, c'est un quart de réacteur. Ouais. Un réacteur, c'est 6-7 TWh par an. Ouais. Donc on ne peut pas parier, hein, souvent j'entends ça, le fait qu'on va pouvoir consommer énormément d'électricité grâce au transfert des voitures à motorisation diesel ou essence sur la bagnole électrique, ça me paraît un peu osé. En revanche, il y a un vrai sujet sur lequel il faut être très attentif, c'est l'appel de puissance, c'est-à-dire qu'on aura tous envie en tant que consommateur de pouvoir recharger notre voiture, clac. Et là, il faut derrière de la puissance installée, sinon on risque d'avoir de mauvaises surprises. Donc ça veut dire que là, il y a un vrai sujet de tuning un peu fort sur la gestion du réseau. Alors, dernier point de ma présentation, je vais aller maintenant à deux choses qui sont les mesures auxquelles je pense, si je me mets à votre place. La première a déjà été dite par Jean-Marc, c'est vraiment le moment, je ne dis pas que c'est le moment politique, hein, mais c'est le moment
de faire monter la taxe carbone, hein, une baisse de baril de $100 à $50, une baisse du prix du baril de $100 à $50. Donc ça veut dire une baisse de $50, c'est l'équivalent strict d'une taxe carbone de 100 € la tonne de CO2. Donc il faut bien avoir ça en tête, parce que souvent on a très peur avec des euros à la tonne de CO2 qui se baladent dans tous les sens. Oui, enfin 100 € la tonne de CO2, c'est un peu environ 30 centimes d'euros le litre. Et donc, quand Jean-Marc disait tout à l'heure, ce serait quand même bien de se partager la baisse, bah oui, partageons-nous la baisse. Chacun d'entre nous, les consommateurs, ont profité d'une baisse historique. Si on n'arrive pas à faire remonter la taxe carbone maintenant, je ne sais pas bien quand est-ce qu'on va y arriver. Or, redisons et redisons encore que cet instrument est l'un des meilleurs pour déplacer l'offre de voitures. C'est bien grâce à l'ex-TIPP et la TICPE que les constructeurs ont, en Europe, globalement, produit des voitures qui sont moins consommatrices que celles qui ont été produites aux États-Unis. Donc c'est vraiment un sujet clé de l'affaire. Maintenant, je rentre dans des petites mesures dont certaines vont vous faire marrer et d'autres moins, je pense. Baisser la vitesse limite sur les routes et les autoroutes me paraît, déjà évoqué par Jean-Marc, mais me paraît une très bonne incitation, et même une incitation magistrale pour que nos constructeurs fassent des voitures qui consomment moins et qui sont plus légères. Donc je parle de la partie de l'évolution de l'offre de voitures, qui est celle qui consiste à faire des voitures basse consommation, les fameuses 2 litres au 100. Forcément, il faudra qu'elles soient un peu plus légères. Il y aura forcément des problèmes de sécurité, et donc si vous faites rouler des voitures plus légères, c'est vraiment très dangereux. Si elles roulent vraiment vite ou si elles roulent en face de voitures un peu lourdes qui sont un peu rapides pour les raisons de physique racontées tout à l'heure. C'est-à-dire que l'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse. Accélérer le rajeunissement du parc de voitures particulières dans les conditions que Jean-Marc a rappelées tout à l'heure, je pense que le meilleur outil, ça reste la vignette CO2 annuelle, hein, dont on a parlé il y a déjà quelques années, mais qui avait été adoptée à l'époque. Voilà. Aider la conversion des véhicules utilitaires. Moi, j'ai l'impression qu'on ne s'occupe pas assez des véhicules utilitaires, c'est dont Jean-Marc a rappelé l'importance tout à l'heure. Et je pense que les voitures électriques ont un marché de base et de référence qui est le centre-ville. En plus, ça tombe bien, puisque c'est votre sujet central quand même. C'est les problèmes d'asthme et c'est plutôt lié à la ville. Et c'est là quand même qu'ils ont leur grosse application, même si d'un point de vue social, ça peut se discuter un petit peu, parce que c'est souvent une deuxième voiture. Je pense qu'il ne faudra pas oublier le vélo et le vélo électrique. Vous savez sans doute que la grosse difficulté du vélo et du vélo électrique, c'est le risque d'accident. La SNCF nous l'a dit et redit quand on a échangé avec eux. Donc là, si on fait des sondages d'opinion sur le vélo et le vélo électrique en centre-ville, c'est pas la pluie. Moi, j'aime pas du tout me déplacer en vélo. Je prends une douche. Mais je ne suis pas du tout représentatif du citoyen de base. Le problème principal, c'est la sécurité. Donc, si on veut développer le vélo et le vélo électrique en centre-ville, il faut organiser la sécurité. Donc il y a notamment des pistes cyclables, il y a plein d'autres. Là, je ne suis pas rentré dans le détail. Je pense qu'il faut penser aussi à l'aspect deux roues. Alors, je n'ai pas eu le temps du tout de trouver le chiffre. Je ne sais pas si toi, Jean-Marc, tu as le chiffre en tête. Mais la part du deux roues dans la mobilité intra-urbaine, du deux roues motorisé, elle est très importante. Elle est croissante. Hein, elle est croissante. Et alors, je suis désolé, on vous donnera les chiffres si vous ne les avez pas. Mais c'est quand même pas anecdotique, parce que les deux roues motorisées, à ma connaissance, sont très émetteurs, à la fois de particules fines et de CO2. Et c'est assez peu connu. C'est pour ça que c'est un sujet d'intérêt. Il faut regarder ce point-là, parce que c'est une action modeste, mais qui a un effet réel. Le bus bio-GNV. Alors, le bus rapide, Jean-Marc en a parlé, donc je ne reviens pas là-dessus. En gros, dans la substitution, enfin l'usage possible du gaz à place de l'essence et du diesel, les deux secteurs, les deux segments qui sont intéressants à regarder, c'est le bus et les camions. Je pense que sur les voitures, vous aurez un peu de mal à faire pénétrer ça. Il y a des voitures qui roulent, bien sûr, au gaz. Hein. Il y en a en Italie, en Amérique du Sud. Mais je pense qu'en France, ça va être vraiment un tout petit peu compliqué. Et puis de toute façon, vous allez avoir un arbitrage à faire. Donc si je reprends sur le raisonnement CAPEX de Jean-Marc, dans les deux cas, il y a un problème de disponibilité des pompes et d'infrastructures. Et donc il faudra quand même faire des choix. Et donc du coup, je pense qu'il y a un intérêt à regarder tout ce qui est bus, parce que c'est des flottes captives. Et donc c'est relativement plus simple à organiser en termes de pompes et autres petits mécanismes.
l'implantation est plus facile. Donc j'ai parlé du ferroviaire, mais je crois que c'est peut-être pas la peine d'en parler ici. Mais quand même, il faut quand même se dire que ça vaut le coup de regarder cette question-là sur les axes où il est légitime et efficace. Et dernier point sur les transports de marchandises, parce qu'on a quand même centré toute notre présentation sur la mobilité des personnes, parce que c'est quand même le sujet central de votre mission, j'imagine. Je pense que, comme je l'ai dit sur le bus, mettre du gaz travailler le dernier kilomètre. Donc travailler la logistique du dernier kilomètre. Il y en a maintenant d'ailleurs, ça se fait de plus en plus. Vous savez que les grands Monoprix, Carrefour et autres commencent vraiment à s'équiper en flotte. Je pense que ça, c'est quelque chose qui devrait se faire assez bien. Comme par ailleurs, vous savez aussi que le biogaz se développe gentiment, même si c'est un tout petit peu compliqué. Je pense que c'est un axe sur les 10 ans sur lequel on peut parier. Étudier les autorités électriques, tu n'en as pas parlé, Jean-Marc? Non. C'est vraiment, il m'a laissé ça quand même. Donc étudier les autorités électriques. On est en train de le faire. Donc ce qu'on est en train de faire, ça consiste à dire, au fait, les camions sur les autoroutes, on leur fait une place réservée et puis on les alimente à l'électricité plutôt qu'au diesel. Ça s'étudie ces choses-là pour voir si c'est rentable, si c'est efficace, si c'est une bonne idée. Et pour le plaisir et pour le fun, je vous ai parlé du fret ferroviaire, mais je sais que c'est très aventureux de se mettre sur ce terrain-là. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.